Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. La situation épidémiologique devient inquiétante et la restriction des déplacements durera au moins 14 jours. La déclaration a été faite par le ministre de la Santé qui a également souligné que le bilan recensé en l'espace d'une semaine dépasse ce qui a été enregistré en 4 mois au Maroc. Et l'annonce de la fermeture jusqu'à nouvel ordre de 8 villes a provoqué une véritable pagaille. Accidents, embouteillages, scènes de panique. Sur les autoroutes, les files d'attente étaient interminables aux gares de péage et dans les gares routières et ferroviaires. C'est une visite qui s'inscrit dans la volonté des partis libyennes de redynamiser le rôle de médiation du royaume ainsi que l'accord politique pour une sortie de crise. Le président de la Chambre des représentants libyenne et le président du Haut Conseil d'État libyen sont au Maroc. Nous terminerons avec l'exemple d'un spectacle qui permet d'assurer toutes les mesures sanitaires en cette période de pandémie. Nous nous envolerons vers le château de Riquebourg dans la région d'Amiens en France, dont l'étang accueille le Melting Float, un spectacle flottant présenté par la compagnie Piano du Lac. Madame, Monsieur, bonsoir. La situation épidémiologique devient inquiétante et la restriction des déplacements durera au moins 14 jours. La déclaration a été faite par le ministre de la Santé qui a tenu une conférence de presse cet après-midi. Khalid Aït Taleb a également souligné que le bilan des cas de contamination recensés en l'espace d'une semaine dépasse ce qui a été enregistré en 4 mois au Maroc. Une évolution due au relâchement dans le respect des mesures préventives. Retour sur cette conférence avec Nadia Ouhta, Hicham Souni et Jaziel Hmari pour le récit. Dans son point de presse, le ministre de la Santé est revenu sur les restrictions de quitter ou se rendre dans 8 villes du Maroc qui sont entrées en vigueur hier soir. Il a expliqué dans ce sens que cette mesure durera au moins 14 jours et qu'elle est intervenue immédiatement à cause de l'évolution de la situation sanitaire. Je comprends que tous les citoyens soient en colère, compte tenu de la rapidité de la prise de la décision et l'absence de délai. Mais il faut savoir que le virus se propage rapidement. Il ne nous accorde donc pas de délai, de même pour la situation épidémiologique. Nous n'avons donc pas d'autre choix pour combattre le virus que d'appliquer des mesures préventives comme interdire de se rendre ou quitter des villes qui connaissent une hausse importante des cas. Chaque malade peut contaminer entre 1 à 3 personnes. Imaginez que l'on ait 500 malades à Tanger par exemple et qu'ils puissent voyager à travers le Maroc. Que va-t-il se passer? Le virus se propagera rapidement et ces personnes seront non seulement porteuses du virus mais le transmettront aussi. Et à l'approche de Eid al-Adha, les citoyens sont appelés à faire preuve de responsabilité en respectant les gestes barrières, des mesures qui restent le seul moyen de lutter contre la propagation du virus et la recrudescence des cas de contamination. Ces dernières semaines, nous avons constaté que la courbe des infections est en hausse et nous n'avons pas encore atteint le pic pour que la tendance s'inverse. Le relâchement serait à l'origine de cette hausse. Le ministre a fait savoir qu'en une semaine, le bilan des cas de contamination enregistrés dépasse ce qui a été recensé en 4 mois au Maroc. Et le bilan est toujours en hausse selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé. 609 nouveaux cas d'infection ont été répertoriés durant ces dernières 24 heures. 3 nouveaux décès sont à déplorer durant ce même intervalle. Tous ont été enregistrés à Fès. Le nombre total des décès s'élève ainsi à 316 depuis le début de l'épidémie. Et concernant les rémissions, 115 nouvelles guérisons ont été annoncées lors de ce point de presse. Et durant ces dernières heures, une rumeur a beaucoup circulé sur certains sites électroniques et au niveau des réseaux sociaux. L'information sur la prolongation de 48 heures du délai d'interdiction des déplacements de et vers des villes du Royaume est dénuée de tout fondement.
L'interdiction est entrée en vigueur hier à minuit, comme l'avait annoncé un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et de la Santé. Cette décision qui concerne les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berchid, Stade et Marrakech a été prise en raison de la hausse considérable ces derniers jours des cas de contamination à la Covid-19 dans plusieurs préfectures et provinces du royaume. Accidents, embouteillages, scènes de panique sur les autoroutes. Les files d'attente étaient interminables hier soir aux gares de péage et dans les gares routières et ferroviaires. Il a fallu jouer des coudes hier soir pour pouvoir se déplacer. Retour avec ce reportage au niveau de l'axe Casablanca-Rabat de Youssef El Razi sur un récit de Rizlan Taibi. Sur le bas-côté de l'autoroute Casablanca-Berchid, cette voiture transformée en torche ne semble pas attiser la curiosité des automobilistes très pressés. Tous sont engagés dans une course à la montre qui a commencé à l'improviste. À 19 h, chacun doit rejoindre son domicile avant minuit, quel que soit son programme, sa position géographique ou ses circonstances. C'est le sauve-qui-peut sur la route. L'embouteillage est d'une envergure sans pareille. Tout le monde a peur de ne pas pouvoir être chez lui avant minuit. C'est vraiment trop dur pour nous. Moi, par exemple, je vais à Marrakech, je suis bloqué depuis 4 heures sur l'autoroute. J'ai pris la route dès que j'ai appris cette décision. Pour me déplacer de Casablanca à Rabat, il m'a fallu 5 heures. Le communiqué conjoint du ministère de la Santé et de l'Intérieur était tombé comme un coup près, provoquant de gigantesques bouchons sur les autoroutes avec d'impressionnants goulots d'étranglement au niveau des gares de péage. Dès que cette décision a été annoncée, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour fluidifier la circulation et assurer la sécurité des voyageurs. Les équipes de secours ont été mobilisées ainsi que des équipes de la gendarmerie royale et de la protection civile. Même spectacle de psychose toute la nuit à l'entrée et à la sortie de 8 villes concernées par cette décision d'interdiction de déplacement. Il s'agit de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berchid, Stade et Marrakech. L'annonce de la fermeture jusqu'à nouvel ordre de 8 villes avec interdiction d'entrer dans ces agglomérations et d'y sortir a provoqué aussi une ruée vers les gares routières. La gare ouletzienne a été littéralement prise d'assaut par les voyageurs qui voulaient rejoindre leurs proches et familles pour passer Eid al-Adha ou tout simplement rentrer chez eux. Retour sur cette nuit interminable avec Youssef El Razi sur un récit de Mamadou Diaye. Tous les chemins menaient vers les gares routières et ferroviaires cette nuit du 26 au 27 juillet. Une course contre la montre ici à la gare routière ouletzienne de Casablanca. Et cela avant l'entrée en vigueur à minuit de l'interdiction de quitter ou de se rendre dans 8 villes du royaume, dont la capitale économique. Une décision qui fait suite à la flambée des cas de Covid-19 ces derniers jours. Nous n'avons pas trouvé d'autocar. Il y en a qui disent qu'ils sont là, mais nous, on est vraiment perdus. Nous n'avons pas trouvé de transport. Personnellement, je dois me rendre à Chefchaouen et le dernier autocar est parti depuis 16 h 30. La gare est vraiment bondée. Une nuit particulièrement mouvementée et éprouvante pour ces centaines de voyageurs, ces derniers espérant regagner leurs villes respectives à quelques jours de la célébration de l'Aïd. À la gare routière, certains devront faire face à un autre obstacle, celui du prix du voyage. Toute la gare est bloquée et tous les transports sont remplis en ce moment. Nous avons payé le billet à 150 dirhams, il y en a qui disent avoir payé plus, d'habitude c'est 70 dirhams. A rappeler que l'interdiction ne concerne pas les transports de marchandises ou de produits de première nécessité, mais également aux déplacements pour des raisons d'urgence médicale et aux professionnels des secteurs publics ou privés disposant d'une attestation spéciale de déplacement délivrée par les autorités locales ou d'un ordre de mission délivré par l'employeur. Ces restrictions sévères de déplacement ont été prises au regard du non-respect par une grande majorité des citoyens des mesures de prévention, la distanciation sociale et le port du masque. Le port de la bavette qui, rappelons-le, est obligatoire depuis le mois d'avril. Le non-respect de cette mesure est passible d'une peine de prison
et d'une amende. Reportage Oussama Ofker et Abdelhamid Mourabet sur un récit de Mamadou Diaby. Le coronavirus tue, porter le masque est une manière de se protéger contre le virus, un message que beaucoup ont désormais intégré dans leur quotidien, mais d'autres semblent encore ignorer toute la portée. Un contraste bien visible dans les rues de la ville d'Oujda. Je transpire beaucoup avec le masque. Moi, je respecte toujours le port du masque dans les transports publics et même au travail. Je pense que les sanctions sont très importantes pour faire respecter le port du masque. Ces derniers jours, on sent un véritable relâchement. Et pourtant, la violation à cette disposition est punie par la loi, d'une amende comprise entre 300 et 1300 dirhams, ou d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 mois. Ne pas porter son masque hors du domicile constitue une infraction grave, une atteinte à la santé publique. Les tribunaux du royaume sont remplis de dossiers concernant ces cas d'infraction de l'état d'urgence sanitaire et du port du masque. Ces dossiers constituent leur priorité ces derniers jours et ils sont traités dès la première audience pour sanctionner sévèrement les mises en cause et qu'ils servent d'exemple pour tous les autres. Porter le masque est donc une obligation pour lutter de façon plus efficace contre la propagation du Covid-19. Ouvrons à présent la page politique avec cette visite axée sur des concertations, une visite qui s'inscrit dans la volonté des parties libyennes de redynamiser le rôle de médiation du Royaume ainsi que l'accord politique pour une sortie de crise dans ce pays maghrébin. Le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled El Meshri, sont au Maroc. Rizlan Taibi. L'accord de Srerat forme la pierre angulaire d'un compromis entre les deux antagonistes libyens. C'est ce que le président du Parlement libyen de Tobrouk a déclaré. Aguila Saleh, qui a rencontré le président de la Chambre des représentants, Habib Malki, a aussi exprimé son souhait que la résolution du conflit s'inspire de la conférence de Berlin. Nous sommes venus demander à nos frères marocains, en raison de leur position internationale et ainsi que dans le monde arabe, de nous aider à désamorcer cette crise et à former un pouvoir exécutif nouveau qui puisse gérer le pays lors de cette période transitoire en attendant une nouvelle constitution et des élections présidentielles et législatives. Nos frères marocains nous ont promis qu'ils vont nous aider à surmonter cette crise. Les dernières initiatives ne sont pas antinomiques avec l'esprit des accords de Srerat. La dernière initiative, celle qui émane de la seule institution qui a été élue par les Libyens et qui est présidée par le président du Parlement libyen, prend en considération l'évolution de la situation sur le terrain et nous sommes en train de l'étudier. Au même moment, un autre responsable libyen, Khalid Mashri, le président du Haut Conseil d'État, s'entretenait avec le président de la Chambre des conseillers, Hakim Ben Shemesh. Pour lui aussi, l'accord signé au Maroc en 2015 doit être la base de la résolution du conflit qui déchire le pays depuis près de 10 ans. Nous avons discuté de l'application de l'accord de Srerat et comment l'actualiser en prenant en considération la nouvelle situation du pays. L'accord de Srerat reste un référentiel de premier ordre pour nous. Nous avons discuté des moyens d'approfondir les concertations et envisager toutes les options pour aboutir à un règlement de ce conflit. Nous sommes disposés au Maroc à aider nos frères libyens à résoudre cette crise comme nous l'avons fait à Srerat. Ces entretiens ont aussi été l'occasion de réitérer la nécessité de poursuivre l'action bilatérale et l'engagement de l'ensemble des instances et institutions au Maroc en faveur de l'unité et de la stabilité en Libye.
Et toujours concernant la Libye, le ministre égyptien des Affaires étrangères Samih Choukri et son homologue saoudien Faisal Ben Farhan El Saoud ont souligné ce lundi au Caire l'importance de trouver une solution politique à la crise libyenne. Les diplomates ont réitéré la nécessité de former un conseil présidentiel avec un gouvernement qui pourra répondre aux demandes du peuple libyen sous la supervision du Parlement libyen. Le ministre saoudien a exprimé le soutien de son pays à la déclaration du Caire qui a été annoncé le 6 juin et qui vise notamment à un cessez-le-feu entre les parties belligérantes libyennes. À l'international toujours, Israël envoie des renforts militaires à sa frontière nord avec le Liban alors que les tensions régionales sont élevées. Israël est techniquement en état de guerre avec ses voisins syriens et libanais. Hier, un drone militaire israélien s'est écrasé côté libanais alors qu'Israël menait, je cite, une opération militaire à la frontière. Retour au Maroc pour parler d'un secteur primordial pour l'inclusion des jeunes. La formation professionnelle est devenue la clé de voûte pour relever les défis de la compétitivité économique. L'éclosion de différents centres de formation professionnelle à travers le royaume a dans ce sens permis à une nouvelle génération de prendre ses marques et jouer un rôle dans son pays. Alors cette nouvelle dynamique initiée par le souverain et la restructuration de la formation professionnelle, c'est le thème de notre capsule spéciale Fête du trône de ce soir. Jaziel Hemel. L'obtention du baccalauréat et l'accès à l'université ne constituent pas un aboutissement en soi. Ce sont des étapes dans le parcours académique. Ce qui importe vraiment, c'est d'acquérir une formation qui ouvre des perspectives d'insertion professionnelle et de stabilité sociale. Je ne me lasserai donc jamais de mettre en avant le rôle de la formation professionnelle, du travail manuel dans l'insertion des jeunes. Ces mots ont été prononcés par le souverain le 20 août 2019, alors que dans son discours du 20 août 2018, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait appelé à revoir en profondeur les spécialités de la formation professionnelle. Un an plus tard, il insistait sur l'importance de développer les savoir-faire et les métiers manuels. Secteur primordial pour l'inclusion des jeunes, la formation professionnelle est devenue la clé pour relever les défis de la compétitivité économique. L'éclosion de différents centres de formation professionnelle à travers le royaume a dans ce sens permis à une nouvelle génération de prendre ses marques et jouer un rôle dans son pays. La région l'Ayoun Saqi El Hamra a connu une grande avancée dans la formation professionnelle grâce à la création de nouvelles structures et de nouvelles filières, ce qui a impacté positivement le travail et l'acquisition de nouvelles compétences pour les jeunes. Certaines filières constituent une locomotive essentielle dans la redynamisation de l'économie régionale et locale, comme l'informatique, la numérisation, l'ingénierie civile, les filières industrielles, mais aussi les services. Des jeunes qui semblent de plus en plus séduits par la formation professionnelle, constituant un levier d'emploi diversifié. L'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail forme ainsi à 320 métiers dans différents secteurs. Certains, comme l'artisanat traditionnel, sont aujourd'hui prisés par la jeunesse qui souhaite marcher sur les pas de ses aïeux. Ces centres de formation sont arrivés à point nommé. Depuis qu'ils ont ouvert leurs portes à Fès, cela a assuré une certaine perpétuité du savoir-faire artisanal et a permis de préserver l'héritage de nos ancêtres. Et le tourisme n'est pas en reste, c'est l'un des domaines pour lesquels peuvent opter les étudiants à travers les 368 établissements de formation au Maroc. Ce secteur constitue un levier d'emploi considérable et un marché économique important. l'OFPPT تقوم بواحد دور مهم جدا من أجل تأهيل الشباب والشابات من أجل L'OFPPT joue un rôle important dans le sens où elle offre aux jeunes un meilleur accès au marché du travail. Nous disposons à Agadir de 2 écoles qui ont accueilli près de 4000 jeunes. Ils sont aujourd'hui sur le marché du travail dans le secteur touristique. يكونوا مؤهلين للولوج سوق الشغل في السياحة. Comptant sur ses 10 578 collaborateurs, dont 8 557 formateurs, l'OFPPT a su relever le défi d'un Maroc plus attentif et soucieux d'élargir ses horizons en construisant des liens entre les différentes générations et classes sociales.
Et pour parler de ce chantier et de cette nouvelle dynamique, nous retrouvons en direct de Rabat Wafa Asri, directrice de la coordination pédagogique du secteur privé au département de la formation professionnelle. Madame Asri, bonsoir. Alors un programme ambitieux a été lancé par le souverain pour promouvoir la formation professionnelle, un programme pour améliorer la compétitivité de l'économie nationale et favoriser l'inclusion des jeunes. Si on devait établir un bilan d'étape pour cette grande réforme, quelles sont les principales réalisations aujourd'hui? D'abord, merci pour l'invitation et bonsoir. Il faut, comme vous l'avez dit, c'est un chantier qui est placé au plus haut des priorités de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, mais aussi au cœur du modèle de développement économique et social du pays. Et donc tout le challenge pour la formation professionnelle. Et en effet, depuis l'approbation de la feuille de route en avril 2019, le ministère, avec les différents intervenants, les opérateurs de formation, se sont attelés à l'opérationnalisation des 5 axes de la feuille de route, à savoir le premier axe, c'est la restructuration de l'offre de formation, et donc tout un chantier a été lancé dans ce sens, à la fois avec un double objectif, la revalorisation des métiers actuels et traditionnels, mais aussi l'ouverture sur de nouveaux métiers et de nouvelles compétences, avec un chantier de normalisation du dispositif. Le deuxième projet phare et qui a constitué la nouveauté au niveau de cette réforme est celui lié à la mise en place des cités des métiers et de compétences dans chaque région. Dans ce cadre, il y a deux cités des métiers de compétences dont les travaux ont été lancés. La première en Souss-Messan, à Agadir, et dont le coup d'envoi a été donné par Sa Majesté en février 2020, avec une capacité qui dépasse les 3000 stagiaires et 10 pôles de formation. La deuxième, c'est à l'Oriental, et dont le coup d'envoi a été donné en juin 2020, avec 8 pôles de formation. Alors cette épidémie liée au coronavirus... Si vous permettez, juste allez-y, bien sûr, chantier, il y a tout ce qui est modernisation des méthodes pédagogiques. Voilà, il y a tout ce qui est modernisation des méthodes pédagogiques. Il y a d'ailleurs cette crise de Covid a montré l'intérêt de passer à d'autres modes de formation, notamment le digital. Il y a aussi le renforcement des capacités des formateurs. Et dans ce sens, nous avons lancé la création de l'Institut national de formation des formateurs et des tuteurs et le très grand chantier de refonte du système d'orientation dès le primaire. Et dans ce cadre, le ministère, il œuvre pour la mise en place de ce chantier dans un cadre de référence qui permet d'instaurer et d'institutionnaliser le projet personnel du jeune dès le jeune âge. Je voudrais juste rappeler que ce chantier, il s'inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la loi cadre 51-17 qui a été adoptée l'année dernière. Et pour sécuriser toute cette réforme, il y a tout le chantier lié à la mise à niveau de l'arsenal juridique qui est en cours. Et le ministère a déjà élaboré un projet de loi sur la formation professionnelle qui va permettre de revoir la loi sur l'apprentissage, l'alterné, mais aussi celle relative au secteur privé de la formation professionnelle, en plus de d'autres textes d'ailleurs qui figurent dans la liste des textes prioritaires qui ont été présentés récemment lors de la deuxième réunion de la Commission nationale de suivi de l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme du système d'éducation et de formation. Alors vous l'avez dit, vous venez de le dire, dans ce contexte inédit, il a fallu s'adapter. L'épidémie liée au coronavirus a engendré la mise en place de mesures exceptionnelles au Maroc, et ce à tous les niveaux. Et le secteur de la formation professionnelle n'a pas été épargné. Comment le système a adapté ses formations pendant la période de confinement ? Effectivement, comme vous l'avez bien dit, cette année elle était exceptionnelle pour tout le système d'éducation et de formation qui a dû basculer vers la formation à distance, et la formation professionnelle n'est pas isolée dans ce contexte. Et dans ce cadre, il y a tous les opérateurs qui œuvrent dans le système ont dû déployer un grand effort pour passer à la formation à distance en utilisant différentes méthodes, notamment des plateformes e-learning, les réseaux sociaux, les mailing. Sauf que la particularité de la formation professionnelle réside dans la question de la formation pratique. Oui. Dont le point, il dépend d'un secteur et d'une filière. Et
pour déjà continuer la progression pédagogique des jeunes. Il y a des méthodes qui ont été adoptées, notamment des capsules de formation ou de démonstration ou des vidéos qui ont été données en méthode synchrone ou asynchrone. En attendant, bien sûr, la reprise des cours en présentiel en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique du pays et qui est prévue à partir du mois de septembre, Inch'Allah. Sachant que pour assurer déjà la transition, il y a pour tout ce qui est passage entre les années, ce qui a été consigné, ce qui sera comptabilisé en termes d'évaluation, tout ce qui a été fait en présentiel. Pour les autres, c'est des rattrapages qui seront, Inch'Allah, programmés le mois de septembre avec des examens de fin de module et de fin d'année pour assurer que les jeunes ils ont acquis les compétences nécessaires à l'exercice du métier avant l'obtention de leur diplôme et aller sur le marché de l'emploi. Et on verra d'ici là ce que nous dictera la situation épidémiologique. Wafa Asrib, vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlons consommation à présent. À l'approche de Eid al-Adha, les contrôles des services de l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, se multiplient dans les marchés et les fermes pour s'assurer de la bonne santé du bétail ainsi que de la qualité du fourrage et de l'eau qu'ils consomment. Exemple dans une ferme dans la région de Skhairat. Reportage Maryam Amlel, le récit est de Sami Haris. Nous sommes dans la région de Skhairat. Cette équipe de vétérinaires de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires vient contrôler la bonne santé et la qualité du fourrage et du bétail dans cette ferme spécialisée dans l'élevage des ovins. Ce contrôle se concentre sur la santé du bétail ainsi que les aliments qu'il consomme et enfin le contrôle des médicaments vétérinaires utilisés et de l'eau que boit le bétail. Pendant ces opérations, les services vétérinaires de l'ONSA prennent en compte tous ces éléments qu'elles transmettent pour analyse au laboratoire de l'ONSA. Ces opérations de contrôle ciblent également les marchés à bestiaux et font partie des procédures entreprises par l'ONSA depuis janvier dernier. 8 millions de têtes d'ovins destinées au sacrifice de Eid al-Adha ont été vaccinées. 142 000 fermes spécialisées dans la vente de moutons ont été répertoriées. Ces vétérinaires font des passages assez fréquents. Ce matin, ils sont venus sans prévenir pour un contrôle, pour voir si aucune bête n'était malade ou ne proviendrait d'autres fermes. Le contrôle est très strict pour veiller à la santé du citoyen. Je viens ici tous les ans, j'achète 4 moutons à la fois et je n'ai pas besoin d'aller me fatiguer dans les marchés. Je suis tranquille. Cette année, les prix sont beaucoup plus bas que les années précédentes, jusqu'à 700 dirhams en moins. Le consommateur doit aussi être vigilant à l'achat de son mouton, veiller à ce que la bête n'ait pas les yeux enflammés, qu'elle n'ait pas de hausse de température, un écoulement nasal ou encore des œdèmes au niveau des pattes. Pour terminer cette édition, l'exemple d'un spectacle qui permet d'assurer toutes les mesures sanitaires en cette période de pandémie. Envolons-nous vers le château de Ricbourg dans la région d'Amiens en France, dont l'étang accueille le Melting Float, un spectacle flottant présenté par la compagnie Piano du Lac, un moment de divertissement et de musique classique dans un cadre poétique. Le commentaire est signé Sami Haris. Des concerts pieds dans l'eau qui prennent tout leur sens en cette période de pandémie. Les spectateurs sont munis de leur pactage, fauteuils pliants, coussins et plaids, pour apprécier confortablement ces instants magiques. Ce piano flottant sillonne les lacs, les rivières et les étangs français depuis 5 ans. C'est une idée originelle de Voile Martin, qui est un espèce de fanatique de piano, qui fabrique plein de machines avec des pianos et qui un jour jouait du piano sur une plage et s'est dit waouh, ce serait vraiment chouette que le piano il aille carrément dans l'eau et il l'a fait. De quoi réconcilier tous les publics avec les récitals classiques. La musique de Ravel et Debussy résonne
au milieu de l'étang du château de Riquebourg. Un vrai bonheur qui a bien failli être annulé cette année. On s'est dit vraiment cette année ça va être une année blanche, on ne pourra pas du tout tourner. Et c'est vraiment il y a un mois qu'il y a eu ce fameux discours et que les mesures ont été un peu assouplies. Cette année, nous recevons à nouveau le Piano du Lac et nous avons décidé de les soutenir dans cette période difficile. Donc en les accueillant à Riquebourg, c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y a le protocole sanitaire, beaucoup de règles à respecter, mais si on ne soutient pas les artistes, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Pour l'instant, les concerts restent à flot, pas de naufrage à l'horizon pour ce piano flottant qui se fond dans ce décor poétique. Ces artistes moussaillons pimentent leurs prestations à grand renfort d'humour et d'imagination. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. La situation épidémiologique devient inquiétante et la restriction des déplacements durera au moins 14 jours. La déclaration a été faite par le ministre de la Santé qui a tenu une conférence de presse cet après-midi à Rabat. Khalid Ait Taleb a également souligné que le bilan des cas de contamination recensés en l'espace d'une semaine dépasse ce qui a été enregistré en 4 mois au Maroc. Une évolution due au relâchement dans le respect des mesures préventives. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Aitihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. En attendant, excellente soirée à tous.